accueillons Daniel Sirézuel, qui est rattaché à l'IDRE, qui est l'Institut du développement durable et des relations internationales, et qui est directeur scientifique du PADES, qui est le programme autoproduction et développement social. Daniel Sirézuel a été notamment le cofondateur de la Société française pour la société technique, qui maintenant va être hébergée à l'UTC. Voilà, donc c'est une figure historique importante du développement des sociétés techniques en France. Oui, ça fait un peu bizarre d'ailleurs de se retrouver classé dans la catégorie des vieux meubles quand même. Fondateur historique. Effectivement, bon, en 89, j'avais organisé avec la Société américaine pour la philosophie de la technique un colloque sur technique et démocratie, et à l'issue duquel, voyant que cette société américaine faisait des travaux intéressants, on avait décidé avec un certain nombre de collègues. Moi, à l'époque, j'étais un jeune professionnel. Hein, j'avais pas beaucoup de, et d'ailleurs, j'en ai toujours pas beaucoup de surface sociale et institutionnelle. Mais heureusement, des gens comme Gilbert Autois, Dominique Janicot, etc., en ont profité de cette occasion pour créer la Société française pour la Société pour la philosophie de la technique, qui est francophone. Hein. Et elle a bien fonctionné pendant une dizaine d'années. Ensuite, elle est rentrée un peu dans une phase de sommeil. Et actuellement, on se dit que ça serait important de la réactiver. Voilà. Il m'a été demandé donc de parler ici de la notion de système technique et d'aborder aussi la question de l'autonomie de la technique chez Jacques Ellul. Alors, Jacques Ellul, bon, je précise, moi je suis philosophe de formation, mais j'ai aussi travaillé comme sociologue. Voilà. Professionnellement, j'ai exercé les deux fonctions alternativement au cours d'une histoire professionnelle un peu chaotique. Maintenant, je suis à la retraite. Alors, donc, Ellul, c'est un... bon, il est mort en 1994, il était né en 1912. On peut dire que c'est un des fondateurs de la philosophie de la technique française, avec des gens comme Leroi-Gourhan, ou Simondon. Ellul était bordelais, c'est comme ça que je l'ai connu, j'ai été son étudiant, professeur de droit, d'histoire du droit. Hein, il avait choisi de travailler. Son père avait voulu qu'il devienne juriste. Bon, donc il a choisi l'histoire du droit en me disant j'ai choisi ça parce que ça sert à rien. Donc il a écrit les gros traités d'histoire des institutions en 5 volumes aux presses universitaires de France, qui ont servi un peu de bréviaire à plusieurs générations d'étudiants. Il a fait toute sa carrière à Bordeaux, et ce qui le caractérise, Ellul, c'est une œuvre qui est double. Il a écrit à peu près 50 ouvrages, un petit peu plus, qui, d'un côté, alors il y a une dimension philosophique dans son œuvre qui est incontestable, hein, mais il est un peu inclassable. D'un côté, il a écrit des ouvrages théologiques, c'est un chrétien, et il a écrit une bonne vingtaine d'ouvrages théologiques, et aussi il a écrit des ouvrages à caractère sociologique, d'analyse de la société, hein, du fonctionnement de la société. Et il disait, finalement, mes 50 bouquins, c'est comme les 50 chapitres d'un même livre, et qui se répondent. C'est-à-dire que je décris des problèmes sociaux, et d'un autre côté, j'analyse les raisons d'ordre spirituel qui peuvent nous amener à essayer de les surmonter. Voilà. Donc c'est important de penser que c'est de tenir compte quand on lit Ellul que c'est une pensée dialectique, avec deux volets, hein, que d'un côté il parle de la nécessité sociale et d'un autre côté il décrit les motifs finalement d'espérance et d'une action pour aller vers autre chose. Alors très jeune,
Ellul est animé par un projet qu'on peut caractériser de révolutionnaire. Révolutionnaire, d'ailleurs il écrit avec son ami Charbonneau, un autre Bordelais, en 1935, un manifeste personnaliste, c'est le moment où se crée la revue Esprit, qui vise à, c'est intitulé Directive pour une révolution personnaliste. Enfin, les termes exacts, je ne sais pas s'il y a le mot révolution, mais le mot révolution est dans le texte. Son idée, c'est qu'il faut essayer de changer de civilisation, et en particulier, dès 1935, il se demande comment sortir d'une logique de la société qui caractérise, les mots n'étaient pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui, mais les idées y sont, une société qui est productiviste, techniciste et étatiste. Voilà comment il caractérise l'évolution de la société de son temps, dans les années 30. Ces orientations productivistes, technicistes et étatistes, à ses yeux, et aux yeux de Charbonneau, sont dominantes dans la civilisation moderne, dans les différentes sociétés modernes, et ont contribué à stériliser, depuis finalement le XVIIIe siècle, les tentatives modernes de révolution et de libération de l'homme face aux déterminismes sociaux, politiques ou économiques. Alors, pour Ellul, la civilisation moderne a des conséquences qu'on pourrait décrire en termes de dépersonnalisation, d'où d'ailleurs sa manière de se raccrocher au mouvement personnaliste, tout au moins dans sa jeunesse. Donc cette société qu'il décrit comme productiviste, techniciste et étatiste a pour conséquence la dépersonnalisation, la transformation du sujet en objet. Nous sommes agis et nous avons peu de maîtrise finalement sur les circonstances et les conditions de notre existence individuelle et collective. Alors, d'où le souci de sortir de ces logiques. Comment sortir au fond, voilà, comment sortir de ces logiques productivistes, technicistes et étatistes? Et l'idée d'Ellul, évidemment, c'est que d'abord, il faut les comprendre. Il faut les comprendre et surtout ne pas les sous-estimer. Bon, Ellul a été marqué, il n'a jamais été communiste, mais il a été marqué par la lecture de Karl Marx. C'est une de ses grandes inspirations, même si une bonne partie de son œuvre consiste à nous expliquer que sur tel et tel point, et sur beaucoup de points, Marx s'est trompé, mais il y a, si vous voulez, on pourrait voir pas mal d'analogies. Marx, lui aussi, constate que la civilisation, dans les années 1830-1840, la civilisation qui se met en place est une civilisation malade. Et cette maladie, elle s'exprime par la massification de la pauvreté, la montée du paupérisme. Ça, et pour Marx, c'est un symptôme. Une aliénation, l'impossibilité de prendre sa vie en main, être soumis à des logiques qu'on subit. Et Marx nous dit qu'il y a une logique de l'aliénation moderne et industrielle. Cette maladie, on peut l'expliquer par un facteur, c'est le rôle du capital. Nous entrons dans une civilisation capitaliste, et c'est ça le facteur dominant qui permet d'expliquer la montée de la pauvreté, et y compris jusqu'aux crises révolutionnaires, etc. Donc il faut analyser la maladie
qui produit aujourd'hui ces processus de dépersonnalisation, d'objectivation de l'homme, de soumission et de domination à des logiques impersonnelles. Et pour Ellul, autant l'analyse de Marx était bien adaptée pour le 19e siècle et le début du 20e siècle, autant à partir, disons, en gros, de la guerre de 14, on voit apparaître quelque chose de nouveau. C'est le caractère dominant, non plus du capital, qui bien entendu continue à jouer un rôle très important dans la société industrielle, mais le caractère dominant d'une autre cause qu'il va appeler la technique. Donc d'un côté, vous avez Marx qui explique l'aliénation moderne par le capital, et Ellul nous dit, maintenant, c'est ce qu'il appelle l'enjeu du siècle. Son premier livre s'appelle « La technique » ou « l'enjeu du siècle ». C'est la technique. La technique comme facteur explicatif. Alors bien entendu, Ellul sait que ce n'est pas le seul. Il y a aussi d'autres types de logiques à l'œuvre dans la société, mais il dit souvent, à certaines époques, il y a des facteurs qui dominent sur les autres, qui deviennent prééminents, si vous voulez. Alors, et au fond, il nous dit, voilà, notre société, elle est malade. Avant, c'était le capitalisme, et puis en plus, on a attrapé la technicité. Voilà. Donc, il a écrit 3 livres. Le premier, c'est sur ce thème-là. Le premier, c'est La technique ou l'enjeu du siècle, en 1954. Ce livre n'a intéressé personne en France. Il a été très mal reçu. Surtout par ce qu'on appelle, vous connaissez la formule, un silence assourdissant. Mais il est tombé dans les mains d'Aldous Huxley, qui est, vous savez, l'auteur du Meilleur du monde, qui n'a rien perdu d'ailleurs de son actualité. Et Huxley intervenait assez régulièrement aux États-Unis dans le Center for Democratic Studies de l'Université de Santa Barbara. Et là, il a convaincu les Américains que c'était un bouquin important. Voilà, donc il a été traduit en anglais très vite, et il a eu un rôle assez important aux États-Unis. En particulier, il a été très lu pendant toute la période de l'agitation étudiante, mouvement des droits civiques, la résistance à la guerre du Vietnam, etc. Donc, 54. En 77, Ellul écrit un second livre qui s'appelle « Le système technicien ». Et enfin, dans les années 80, je ne me rappelle plus la date exacte, c'est un troisième livre qui s'appelle « Le bluff technologique ». Alors, d'abord, voilà pour introduction. Donc, je vais aborder 3 thèmes dans mon exposé. D'abord, l'idée ellulienne de la technique comme force sociale qui a son autonomie, qu'on ne peut pas expliquer par autre chose, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'elle est indépendante, qu'elle n'est pas en interaction, mais elle a une autonomie. Bon, quand quelqu'un a des boutons, c'est important de savoir. C'est une question, vu votre âge, que vous aurez à vous poser quand vous aurez un gosse. C'est quoi, docteur? C'est la rougeole ou c'est la rubéole? Et selon que c'est telle ou telle maladie, on ne réagit pas de la même manière. On n'agit pas de la même manière. On n'essaie pas de guérir ou de prendre en charge de la même manière. Donc, le constat des symptômes ne suffit pas. Il faut construire un concept de la cause. La rougeole, la rubéole, ce sont des concepts qui permettent de donner une identité et de reconnaître une certaine autonomie à la maladie qui ensuite, donc, une fois qu'on sait ce qu'elle est, on sait qu'elle va suivre tel cours qui est différent de telle autre maladie. Vous voyez? Voilà, et c'est en ce sens qu'on peut parler d'une autonomie de la technique, qu'il y a un concept de la technique.
Ensuite, je parlerai de l'idée de système technicien chez Ellul. Et enfin, en troisième partie, j'aborderai, alors les parties vont être inégales, hein, mais j'aborderai la question de les limites de l'autonomie de la technique chez Ellul. Bon, c'est un point très important, parce qu'on a fait dire à Ellul qu'il faisait de la technique une sorte de Frankenstein moderne, un monstre incontrôlable, etc. C'est une très mauvaise lecture. Mais parfois, hein, c'est vrai que quand on le lit comme ça, parfois il se laisse un peu emporter. Donc, il veut tellement nous faire comprendre que cette maladie a une logique, hein, que certains lecteurs, qui ne sont pas des lecteurs suffisamment attentifs à ce que dit réellement dans Ellul, ont l'impression que c'est une maladie incurable, hein, et qu'il annonce à tous notre prochain anéantissement. Alors, donc, la technique. Alors, pourquoi ce concept? Alors, ce qui est important, c'est que Ellul nous dit, voilà, comme Marx qui disait, voilà, pendant longtemps, dans les sociétés, il y a eu des échanges, il y a eu de la monnaie, hein, il y a eu des banques. Bon, et ça a duré des siècles et des siècles. Il y avait des banquiers à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, et sans doute dans d'autres civilisations. Et puis, à partir d'un certain moment, on voit émerger un nouveau phénomène historique, hein, c'est le capitalisme qui est dominé par la logique du capital. Ellul nous dit un peu quelque chose d'analogue concernant la technique. Voilà. Alors, d'abord, pour lui, la technique, si on veut donner une définition, c'est l'ensemble des moyens et des procédés pour produire un résultat efficace. Donc, la norme de la technique et la norme des techniques, c'est l'efficacité. C'est la recherche systématique d'efficacité. Et un point important, c'est que pour lui, la technique ne se réduit pas au processus matériel efficace. Et lui, il nous dit, la machine, c'est un stade de la technique, c'est une des manifestations de la technique. Mais il y a des techniques, par exemple, immatérielles, comme les techniques d'organisation, la stratégie. Il y a des techniques purement mentales, et puis d'autres qui ne sont pas du tout mécaniques, mais comme l'écriture, etc., qui permettent de stocker des informations, de les transmettre. Bien. Donc il y a d'abord bien d'autres techniques que celles qui se rapportent aux machines. Il y a des techniques et particulières, et il va écrire un livre là-dessus d'ailleurs, c'est les propagandes. Les procédés qui permettent de conditionner les comportements d'autrui. Aujourd'hui, le budget de la publicité, je crois que c'est 500 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. C'est extrêmement important. Donc, ce sont des techniques avec des techniciens qu'on paie parce qu'ils sont efficaces. Si ça ne marchait pas, on ne leur donnerait pas de sous. Voilà. Alors, d'abord, dans les sociétés traditionnelles, il nous dit, il y a des techniques. Il y a des techniques qui sont, et ce qui les caractérise, c'est qu'elles sont largement intégrées au social. Comme on dit aujourd'hui, à propos de l'économie, elles sont encastrées en grande partie dans le social. D'abord, elles sont disjointes. Elles s'appliquent dans des domaines limités de la vie humaine, la production, la guerre, la chasse, etc. Dans beaucoup de sociétés, en plus, la production est réduite au maximum. Et elle intervient dans des moments limités de l'existence. La recherche technique, d'ailleurs, ne porte moins sur la création de nouveaux outils plus efficaces
que sur le perfectionnement du tour de main, qui bien entendu retentit sur l'outil, mais les évolutions techniques dans les sociétés traditionnelles sont des évolutions assez lentes, hein, qui prennent parfois, il y a des lignées techniques qui ont été étudiées, hein, dont l'évolution se déploie sur des millénaires. D'ailleurs, souvent indépendamment de la conscience de ceux qui les utilisent. L'innovation, bien entendu, se propage, mais elle se propage très lentement, parce que les techniques, très souvent, restent locales, hein, enfermées dans le cadre culturel où elles étaient nées, ce qui fait que, par exemple, il pouvait exister dans des zones géographiques pratiquement voisines des sociétés qui utilisaient le métal, hein, et qui coexistaient avec des sociétés qui n'utilisaient pas le métal et qui continuaient à utiliser la pierre. Vous voyez, avec toutes sortes d'interdits ou de rituels qui faisaient que l'utilisation du métal, le rôle, l'introduction par exemple de la fonction de forgeron dans une communauté étroitement liée à la terre, à la chasse, etc., était problématique, hein, pour des raisons qui pouvaient souvent être religieuses. Pendant longtemps, les Égyptiens n'ont pas utilisé la roue, et on le retrouve ce caractère aussi dans certaines sociétés amérindiennes. Ils savaient ce que c'était qu'une roue, mais ils ne l'utilisaient pas, alors que leurs concurrents, les Hyksos, l'utilisaient pour les chars de guerre, et puis ils s'y sont mis. Mais ça a mis du temps, hein, parce que la roue, c'est un symbole solaire, qu'on n'utilise pas, quelque chose qui renvoie à la divinité pour des occupations temporelles. Bon, bien entendu, c'est une des hypothèses, hein, mais on voit bien en tout cas le rôle extrêmement fort, si vous voulez, des limites culturelles, hein, sur la technique. Alors, ce qui n'empêchait pas d'ailleurs, disons, d'avoir la capacité d'invention extraordinaire. Hein. Pensez par exemple à un outil comme le boomerang, quelque chose qu'on envoie et qui revient tout seul. Ça, c'est futé. Vous voyez, hein. Bon, une civilisation qui arrive à inventer ça, c'est assez prodigieux. Hein. Et c'était pas, ça a été inventé par des gens qui se baladaient tout nus au milieu du désert. Alors, ce que nous dit Ellul, c'est que voilà, bon, ça c'est la situation. Au fond, on est la technique, hein, pendant longtemps, c'est même si on peut décrire des ensembles, hein, techniques, même des systèmes techniques, on a surtout des opérations. On a surtout des opérations techniques largement juxtaposées. Et puis, avec le monde moderne, et assez tardivement, vers le XVIIIe siècle, en gros, hein, ce qui correspond un peu à la description que nous a donnée la conférencière précédente, hein, on voit apparaître, hein, des caractères nouveaux qui font disparaître progressivement les caractères anciens. Alors, on assiste à une multiplication des techniques et pas simplement des produits. L'innovation technique acquiert tout d'un coup un dynamisme, une rapidité, une vitesse. On a pu, c'est Michel Thibon-Cornillo, un philosophe français, qui utilisait, et je crois que c'est une image pertinente, hein, l'image du déferlement technologique. Vous
voyez, les innovations techniques, les mutations technologiques, les révolutions, comme on dit, etc., se succèdent à un rythme de plus en plus fort. Bon, vous savez, je ne sais pas si vous avez dû avoir l'expérience de vous baigner en mer par temps un peu venteux. Quand il y a de la houle, les vagues sont de plus en plus rapprochées. Alors on prend la première, ça va, la seconde, ça va, la troisième, on commence à être un peu à bout de souffle, et puis on se la prend quand même, et là on commence à risquer de se noyer. Vous voyez, difficile de maîtriser comme ça des vagues qui se succèdent un peu trop vite et avec une ampleur. Et moi, c'est vrai que j'ai connu des gens qui sont passés par 3 révolutions technologiques. La paysannerie française, ce qu'il en reste, sont des gens qui sont passés de la traction animale en une seule vie à la motorisation, à la mécanisation, puis à l'électrification, puis à l'informatisation. Vous voyez ? Et à chaque fois, on s'époumonne pour arriver à s'adapter, à se réajuster, etc. Ça, c'est une condition qui est quand même tout à fait nouvelle. Alors, ce changement technique, qu'est-ce qui le caractérise ? Ellul nous dit il y a un automatisme du choix technique. C'est-à-dire que finalement, les techniques tendent à s'imposer d'elles-mêmes parce que, spontanément, on trouve que comme c'est plus efficace, il n'est pas question de ne pas s'en servir. Voilà. La technique tend à se développer par elle-même. Il parle d'auto-accroissement. Comme il dit, elle n'est pas poussée par une intention. Elle n'est pas dirigée par une intention, elle est poussée par les conditions qu'elle a déjà créées. Elle est poussée par derrière, finalement, à avancer. C'est-à-dire à chaque innovation ouvre de nouvelles possibilités, et en particulier de recombinaisons avec d'autres techniques, qui font que, forcément, il y a des potentialités nouvelles qui vont être exploitées, et ces potentialités, dès qu'elles s'ouvrent, la plupart du temps, il peut y avoir des obstacles, mais on y rentre et on avance. Donc on est poussé par déjà tout l'acquis des potentialités déjà réalisées. Alors, Ellul insiste aussi sur l'ambivalence. L'ambivalence des techniques, il est très difficile de séparer, et ça c'est un des problèmes de notre monde, les effets positifs des effets négatifs. On met au point des substances analgésiques qui influent sur le fonctionnement cérébral pour calmer la douleur, mais ça peut être utilisé aussi comme drogue pour s'évader d'une réalité pénible. Et on n'arrive pas à avoir l'un sans l'autre. Vous voyez, les techniques, évidemment, sécuritaires s'améliorent, mais en même temps, évidemment, elles ont des effets liberticides. Et on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Si vous voulez limiter les effets liberticides, vous allez limiter l'efficacité sécuritaire. Ces paradoxes sont ceux du monde moderne. Évidemment, il y a aussi un universalisme de la technique qui s'impose finalement tend à recouvrir l'humanité tout entière. Et lui dit ça, c'est un problème, parce que jusqu'à maintenant, il y avait des civilisations juxtaposées. S'il y en avait une qui capotait, c'est arrivé, vous lisez le bouquin de Jared Diamond, il y en avait d'autres pour prendre le relais. Il y avait d'autres voies possibles. Or, actuellement, il dit, on est en train de plus en plus, il n'y aura plus qu'un seul bateau pour tout le monde. Et s'il coule, c'est embêtant. Il n'y a pas de canot de sauvetage. Et un point sur lequel il insiste beaucoup, c'est que la technique n'est pas neutre. Ce n'est pas simplement une action transitive d'un sujet individuel ou collectif sur des objets. La technique rétroagit sur les sujets.
sur les sujets et elle apporte avec elle une transformation de la totalité de la vie. Vous voyez, tous les rêves modernes, par exemple, de créer... On va se moderniser pour créer une société, par exemple, différente, mais en gardant la technique. Or, en réalité, cette différence va être grignotée par les logiques techniques. C'est ce qui est arrivé au rêve communiste, vous voyez, hein, où entre les valeurs, je ne parle pas de la pratique, entre les valeurs hein, d'un socialisme radical et les nécessités de la technique, ce sont les nécessités de la technique qui ont gagné. C'est-à-dire que les nécessités de la technique se sont imposées, en gros, il suffit d'attendre suffisamment longtemps, hein, de la même manière dans les pays capitalistes que dans les pays socialistes, hein, et il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Russie, en Chine, dans tout un tas de pays. Alors, c'est pour ça qu'Ellul parle d'autonomie de la technique. Elle a de la technique, dans son ensemble. Elle a il me reste 10 minutes à peu près, combien de temps? Il faut un quart d'heure. Un quart d'heure, bon. Donc, cette autonomie de la technique, elle se manifeste à l'égard du politique. C'est pour ça qu'il a écrit un livre qui s'appelle L'illusion politique. En 1961 ou 62, dans lequel il disait, voilà, les programmes politiques de gauche, de droite nous font croire qu'on va changer la société, mais on va changer la société tout en modernisant. Donc finalement, ce qui va gagner, c'est la modernisation et pas le changement. Ou le seul changement sera celui qui va être apporté par la modernisation. Du coup, nos idéologies politiques nous mystifient. Elles nous font croire que des changements de gouvernement nous permettront de résoudre nos problèmes, alors que ces problèmes sont liés à l'infrastructure technique de la société. Voilà. C'est pour ça que quand Mitterrand, par exemple, a été élu en 81, s'est fendu d'un article dans Le Monde, intitulé « Il ne s'est rien passé ». Ah. Ça n'a pas plu à la gauche. Et lui, il était un homme de gauche, hein, si on devait le mais plutôt tendance anarcho-syndicaliste. Alors, ça veut dire que la technique, en tant que processus global, comme le capital, a ses logiques propres d'évolution. Alors, ce n'est pas en regardant bien sûr, il faut regarder le fonctionnement des techniques particulières, comprendre la culture des techniciens, etc. Mais c'est bien utile, nous dit Ellul, si on veut comprendre ce qui se passe, d'avoir un concept global. C'est ce concept global qui, comme la logique du capital, permet de comprendre ce qui se passe sur le terrain, et de comprendre que, par exemple, ces boutons rouges, c'est de la rubéole et pas de la rougeole. Et si on n'a pas ce concept global, on risque de se tromper ou de rester le nez collé sur les symptômes sans arriver à penser les causes. Alors, elle obéit à ses lois propres. En particulier, elle est indépendante largement des logiques politiques, contrairement à ce que nous avons envie de croire. Elle est largement indépendante aussi. Alors là, Ellul a une position nuancée. D'ailleurs, dans le système technicien, il y a tout un chapitre là-dessus dans lequel il explique, bon, bien entendu, il y a des interactions. Autonome ne veut pas dire indépendant. Ça, il faut éviter les facilités de langage, donc je me corrige. Elle est... bien sûr, il y a des interactions entre l'ordre technique et l'ordre économique, mais ce que dit Ellul, finalement, c'est que
les logiques de développement de la technique, hein, sur la durée, hein, ne sont pas déterminées, hein, ou faiblement déterminées par les logiques économiques, hein, même s'il y a des contraintes économiques. Hein, je vous lis ce qu'il écrit, page 153 de la première édition, mais cette importance du facteur économique étant rappelée, je maintiendrai le concept d'autonomie de la technique. Voyez ? En ce sens que l'économie peut être un moyen de développement, une condition du progrès technologique, ou inversement, elle peut être un obstacle. Mais jamais elle ne le détermine, ni le provoque, ni le domine. Comme pour le pouvoir politique, un système économique qui récuserait l'impératif technique est condamné. Ce n'est pas la loi économique qui s'impose au phénomène technique, c'est la loi du technique qui ordonne, surordonne, oriente et modifie l'économie. Celle-ci est un agent nécessaire, elle n'est ni le facteur déterminant, ni le principe d'orientation. La technique obéit à sa propre détermination, elle se réalise elle-même. Voilà. Et en particulier, le développement de la technique est indépendant, largement indépendant, enfin, des valeurs spirituelles, morales. Et d'ailleurs, on voit bien que, prenez par exemple les techniques de la procréation humaine, qui se sont développées depuis une cinquantaine d'années. Bon, la pilule, les transplantations d'embryons, etc. Bon, si on prend sur 50 ans, à chaque fois, on voit bien que ce qui paraissait inacceptable, une génération après devient acceptable et ne pose plus de problème. Voyez ? Donc en fait, ce sont les repères moraux qui bougent au fur et à mesure que les possibilités de la technique se déploient. Et Ellul avait repris chez un essayiste hongrois qui s'appelle Gabor ce principe: tout ce qui est techniquement faisable sera fait. Point. Alors, Ellul a, dans son second livre, donc le système technicien, est allé un peu plus loin, hein, et il nous a dit, voilà, aujourd'hui, la technique, elle a passé un stade de plus, hein, elle se déploie d'abord comme milieu et comme système. Elle se déploie comme milieu et comme système, ce qui fait que c'est encore plus difficile de la maîtriser. Ellul ne dit jamais que c'est impossible, mais la difficulté est grande et il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, la notion de système, ça veut dire quoi? Système, en grec, ça veut dire ce qui tient ensemble. Et, par exemple, un organisme, ou un système planétaire, qui, à vie humaine, et même sur des très très longues périodes, semble relativement stable. Toute modification d'un élément modifie l'ensemble des éléments. Et ce qu'on observe, en particulier lorsqu'on a un gros problème, c'est que c'est difficile de corriger le fonctionnement des techniques parce que quand on bouge un élément, on se dit là il y a un problème, on s'aperçoit qu'il faut bouger toute une série d'autres éléments. Ça résiste. Il y a une cohésion des techniques qui fait qu'elles résistent au changement et engendre une sorte d'impuissance à corriger les défauts. En outre, le système tend à compenser lui-même ses propres défaillances. Par exemple, les techniques modernes sont polluantes, mais au lieu de dire voilà, ben on va arrêter par exemple certains types de production, on développe une nouvelle branche, le développement vert, de dépollution, qui va être à base de techniques elles aussi sophistiquées. Donc, si vous voulez, on ne sort pas d'une approche technicienne des problèmes. La technique tend aussi à compenser ses propres défauts, par exemple, face au mal-être de certaines qu'on retrouve dans beaucoup de conditions de vie, les banlieues, etc. La technique a trouvé
propose des solutions. Hein. Ça va être le divertissement de masse, tout le monde devant son écran à partir de 8 h du soir, hein, ça calme, ça scotche les gens, hein, il s'agite moins. Et puis, on a aussi toutes les techniques d'orthopédie sociale. Hein. On va mettre un centre culturel, des assistantes sociales, des éducateurs, des flics, etc. Vous voyez, toute cette espèce de quadrillage, hein, de l'espace social pour s'assurer, tant bien que mal, que les gens qui sont mal adaptés dans ce nouvel environnement, hein, un peu désolant, ne poseront pas de problème. Vous voyez ? Donc, aux problèmes posés par la technique, on va répondre par des solutions techniques. Finalement, les problèmes sont une occasion de développer un nouveau champ technique. Voilà. Évidemment, cette interdépendance crée de nouvelles formes de vulnérabilité et de fragilité. Bon, l'exemple, c'est les pannes d'énergie. Aujourd'hui, tout fonctionne à l'électricité. Un blocage des centres de production ou même de transmission et de répartition de l'énergie, hein, nous mettrait complètement à genoux. Tout s'arrête. Bien. La technique aussi devient vous voyez, donc ce caractère systémique, hein, de la technique est vraiment essentiel. Hein, et pour Ellul, c'est vraiment un des obstacles à la maîtrise. Et ce caractère systémique, d'ailleurs, Ellul disait, il n'a pu se mettre en place qu'à partir du moment où se sont développées les techniques modernes de l'informatique. Tout est interconnecté par des échanges d'informations, hein, qui dépendent évidemment de sources d'énergie, etc. D'autre part, cette situation est rendue encore plus difficile par le fait que la technique est devenue notre milieu. L'homme moderne vit dans un milieu qui est exclusivement technique, il n'a pas de point de repère hors de ce milieu-là. Il est fait, on peut dire, il est formé, au sens profond du terme, comme le pygmée à sa forêt. Nous sommes formés, conditionnés, notre perception de la réalité est déterminée par ce milieu technique dans lequel nous sommes, et on pourrait ajouter comme le poisson rouge dans son bocal. On ne connaît rien d'autre, ou pratiquement. En outre, et ça c'est un des points sur lesquels Ellul insiste, c'est que la technique est devenue la valeur sociale, l'efficacité. Ellul insiste beaucoup sur ce bouclage subjectif du monde technique qui se met en place. Et c'est un des thèmes importants de son 3e livre, Le bluff technologique, qui analyse un petit peu tous les dispositifs de propagande, les croyances, etc., qui font que nous ne cherchons notre salut que dans la technique et nous pensons qu'elle a réponse à tout. Il y a, voilà, et évidemment, ce bouclage, la technique crée l'homme de la technique, hein, pour résumer. Dans sa subjectivité, dans sa capacité à percevoir les problèmes, avec toutes les limites que ça implique. Alors, ce que redoute Ellul, finalement, c'est le risque d'une clôture sur soi du système technicien. Clôture qui, évidemment, se paierait, et là on retrouve les intuitions du départ, si vous voulez, par l'élimination de la liberté. Hein. Et on comprend que ça est beaucoup intéressé Aldous Huxley. Et c'est vrai que si on lit rapidement La technique ou l'enjeu du siècle, par exemple, il écrit « Ainsi se constitue un monde unitaire et total. Il est parfaitement vain de prétendre soit enrayer cette évolution, soit la prendre en main ou l'orienter. »
Et encore, finalement, le luxe suprême de cette civilisation de la nécessité, dans laquelle finalement tous mes comportements sont conditionnés techniquement, est de m'accorder le superflu d'une révolte stérile et d'un sourire consentant. Voilà, on est comme le poisson rouge dans son bocal, on est content et on attend la petite poudre du soir. Alors, beaucoup de lecteurs ont été révoltés par ces affirmations. Et par exemple, Philippe Roqueplot, qui à un moment dans la revue Esprit était le penseur de la technique, disait la thèse de l'autonomie de la technique est fausse, car il faut qu'elle le soit. Bon, c'est intéressant, comme formule. Alors, beaucoup de ces critiques qui sont convaincus que tout est politique se sont appliqués à disqualifier les analyses d'Ellul, mais sans se demander pourquoi Ellul a pris la peine, finalement, de consacrer une grande partie de son énergie à analyser ce processus. S'il pensait que les jeux étaient joués, les jeux sont faits, qu'il n'y a rien à faire, ce n'est pas la peine d'écrire une œuvre. Bon, si Marx a écrit le Capital, c'est pour dire aux gens, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Si Ellul a écrit, c'est qu'il pense qu'il peut faire quelque chose, qu'on peut y faire quelque chose. Et que finalement, cette autonomie de la technique, ça c'est mon troisième point, je vais être très rapide, elle est limitée. Elle est limitée, elle est relative. Ellul, d'ailleurs, et cela il est héritier de Marx, très nettement, a une pensée qui est dialectique. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Ce que je crois », qui peut intéresser, à mon avis, beaucoup de gens, même qui ne sont pas du tout croyants. Parce que précisément, il explique pour lui le rôle de la dialectique. Et finalement, un peu aussi, il développe un peu son anthropologie. Et Ellul n'est pas un tenant de ce qu'on appelle le déterminisme technologique, sur lequel on ne pourrait rien faire. Il n'est pas pessimiste. Il est bien convaincu qu'il y a d'autres voies possibles. Mais il nous dit on ne peut les choisir qu'à condition d'avoir bien compris l'adversaire, les contraintes qui pèsent sur nous. Il ne faut pas les sous-estimer, sinon on va se tromper. Et les choses continueront comme elles sont. Bon, Ellul était bordelais. Vous savez qu'il y a eu au XVIe siècle un Gascon intéressant qui a écrit un livre qui s'appelle « Discours de la servitude volontaire ». C'est Étienne de la Boétie, le copain de Montaigne, dans lequel il dit finalement le pouvoir politique nous domine, nous oppresse, mais parce qu'on l'adore. On est prêt à tout pour l'approcher, pour l'encenser. Vous voyez ? C'est un très beau livre, écrit évidemment dans une langue un petit peu... Mais encore quand c'est dit, ça passe très bien. Ellul, finalement, est convaincu que nous sommes animés par une passion techniciste et que cette passion, on peut s'en guérir. Finalement, la fatalité technicienne se nourrit de notre adhésion. Ellul est un théologien. Et en bon chrétien, une de ses premiers devoirs est de dénoncer les idoles. Les images que nous avons taillées nous-mêmes et que nous investissons d'un pouvoir sacré. Il faut démystifier la technique. Et nous pouvons toujours lui refuser ce consentement. C'est très difficile, mais c'est possible. Bon, vous avez aujourd'hui des gens, je pense à Serge Latouche par exemple, un économiste qui prône, dans une perspective assez ellulienne, d'ailleurs il a écrit un petit opuscule sur Ellul, du courant de la décroissance. Et Latouche a écrit par rapport à l'économicisme ambiant, qui domine notre société, par rapport à ce que Marx appelait le fétichisme de la valeur, Latouche a écrit un livre intitulé « Décoloniser l'imaginaire ». Voilà. Et donc il faut décoloniser l'imaginaire moderne,
non seulement de ces conceptions économicistes, comme quoi il n'y a de valeur que celle qui est transformable en argent sonnant et trébuchant, et surtout qu'on peut faire multiplier, mais aussi il faut décoloniser il faut nous décoloniser l'esprit, notre esprit, d'un imaginaire techniciste, qu'il décrit dans le bluff technologique. Voilà. Et Ellul dit, finalement, ce que j'écrivais pour montrer à quel point ce système technicien pèse sur nous, c'était précisément que du fait de cette prise de conscience, les hommes soient capables de réagir et de procéder à une maîtrise de cette technique qui leur échappe sans qu'ils s'en rendent compte. Donc il faut lire les ouvrages d'Ellul comme un avertissement, et il disait « un homme averti en vaut deux ». Si on revient à la définition qu'Ellul donne de la technique dans son premier livre, il dit « le phénomène technique moderne ». Le phénomène technique, c'est la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps à rechercher en toute chose la méthode la plus efficace. Donc, vous voyez, ce phénomène technique est basé sur une disposition subjective, culturelle, si vous voulez, des hommes. Voilà. Et donc, finalement, ce qui soutient cette logique impersonnelle de la technique, pour Ellul, c'est ce qu'on pourra appeler un esprit du technicisme. De même que Max Weber complétait Marx en disant « il y a le capital, mais le pouvoir du capital marche parce qu'il y a un esprit du capitalisme dont il a essayé de faire l'histoire et la sociologie ». Et Ellul nous dit, il y a aussi, il n'utilise pas le mot, mais il a beaucoup travaillé Weber, il y a un esprit du technicisme qui est une des composantes essentielles, décisives et donc stratégiques de l'emprise de la technique sur nos existences. J'ai terminé. Si vous voulez répondre à plusieurs questions en même temps ou pas. La première, c'est y a-t-il un type d'efficacité spécifique pour la technique contemporaine? Par exemple, l'efficacité du pygmée dans sa jungle ne semble pas être l'efficacité de la technique contemporaine, mais quel est le type de distinction? Pardon, j'arrive. Deuxième question. Doctus cum libro. Deuxième question, donc le malaise contemporain semble lié à la technique, mais vous avez dit apparemment pas seulement. Il y aurait des causes supplémentaires après du capital et de la technique. Y en a-t-il et lesquelles? Troisièmement, qu'est-ce que ce serait changer l'infrastructure sociale pour résoudre ces problèmes, comme pourraient le suggérer éventuellement les tendances anarcho-syndicalistes d'Ellul? Y a-t-il également des solutions non techniques en termes de valeurs ou de concepts qui pourraient nous permettre de nous en sortir? Quatrième question, alors là c'est des questions vraiment de concept de définition. Est-ce que vous faites une distinction entre système technique chez Ellul et macro-système technique, et une distinction entre technique et technologie? Ou est-ce que c'est pour vous, finalement, vous voyez que c'est la même chose? Cinquième question, est-ce qu'on peut désolidariser ou décorréler la recherche du profit et la recherche de l'efficacité? Sixième question, comment expliquer le succès de la technique dans des sociétés non occidentales qui semblent reposer sur des valeurs spirituelles, anthropologiques ou religieuses différentes de nos valeurs, mais également économiques, peut-être? Et enfin, dernière question, peut-on parler de la technique? Est-ce qu'au fond, est-ce que ça signifierait pas qu'à ce moment-là, on devrait sortir de la technique, alors qu'au fond, on peut aussi imaginer une pluralité des techniques et essayer de modifier ces techniques par d'autres techniques, en arrivant justement de parler de la technique? D'accord. Bon, mais ça, c'est la question totale.
Je ne sais pas si vous avez lu, il y a une pièce de Ionesco comme ça, où il y a une jeune fille qui va voir le maître et elle veut passer, elle veut être préparée à l'examen total. Vous voyez. Bon. Alors, ça s'appelle la leçon, je crois. Oui. Si on se pose la question, quel type d'efficacité? Il me semble que, en tout cas, notre dans le contexte technicien, tel que le décrit Ellul, l'efficacité, on a tendance d'abord à privilégier l'efficacité directe pour l'utilisateur. C'est-à-dire que, alors là, on a, si vous voulez, et donc du coup, à éliminer ce qu'on pourrait, dans le jargon des sciences sociales actuelles, éliminer une approche systémique. C'est-à-dire que si cette technique est utile pour moi, maintenant, pour produire les effets qui m'intéressent, on la prend. Ce type d'efficacité qui est privilégié tend du coup à déconsidérer ou à rendre difficile la prise en compte des effets indirects, en particulier pour les autres, ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont loin, ceux qui sont à l'autre bout du monde, dans l'espace, dans la société, et indirect dans le temps. Donc, évidemment, la description d'Ellul, si vous voulez, nous amène à enrichir notre concept de l'efficacité. Au lieu d'avoir une sorte de concept d'efficacité un peu balistique, un lien direct cause-effet, qu'on peut amplifier effectivement par toutes sortes de dispositifs techniques, l'idée, on pourrait se dire, il faut enrichir notre concept de l'efficacité et se dire qu'est-ce que ça va donner à chaque fois pour les autres, et pas simplement pour demain, mais pour après-demain ou après-demain. Et Ellul pensait que d'ailleurs ce genre de choix, certaines sociétés savaient le faire. Qu'elles savaient justement s'auto-limiter parce qu'elles tenaient compte, pas toutes, puisqu'on en a vu des sociétés, des civilisations qui sont cassées la figure, mais elles tenaient compte à des effets possibles à long terme, et pas simplement pour l'utilisateur, mais pour l'ensemble de ceux que ça pourrait concerner. Bon, au fond, c'est ce qu'a essayé de nous dire Hans Jonas avec l'idée de principe de responsabilité. Qu'est-ce que c'est qu'un usage responsable des techniques? Ce qui suppose évidemment, et il n'y a pas un usage, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas un usage responsable des bombes thermonucléaires, ça n'existe pas. Là, on n'a pas trop le choix, il faut ne pas s'en servir. Donc il vaut mieux ne pas les avoir. Vous voyez? Bon. Donc, je pense que une culture technique, dans la mesure, en fait, c'est aborder les techniques d'une manière cultivée. Ellul dirait une culture technique en soi, ça n'existe pas. Puisque la technique n'a qu'une valeur, c'est l'efficacité. Mais il faut avoir un rapport cultivé aux techniques. Et en particulier, cultiver ce sens de la responsabilité, le sens de l'impact social, l'impact environnemental, l'impact politique des techniques. Vous voyez, tout le monde s'est rué sur l'informatique, mais dès les années 60, il y avait des auteurs qui disaient « Attention, ça va devenir... »
On n'avait pas attendu Snowden. Ça va devenir aussi un outil de contrôle. Il va y avoir des effets liberticides. Voyez? Donc, bien sûr, c'est un outil incroyablement efficace. Mais pour qui? Voilà, donc je pense que j'ai apporté un élément de réponse à votre question. J'espère que ce n'est pas trop à côté. Alors, les causes supplémentaires du malaise contemporain. Ah. Je pense que on peut revenir sur ce que, au fond, Ellul et Charbonneau écrivaient dans leur premier texte de 1935, qui a été réédité récemment au Seuil sous le titre « Nous sommes révolutionnaires malgré nous ». Et dans lequel on peut trouver, ce sont surtout des textes de Charbonneau, mais le premier a été coécrit, Charbonneau avait 25 ans, Ellul 23 ans. Et cette qui traduit d'une angoisse ou d'une révolte devant effectivement la logique, les logiques productivistes, technicistes et étatistes. Or, évidemment, à certains égards, elles se tiennent la main. Elles s'encouragent mutuellement. En tout cas, ce que dit une des thèses d'Ellul, c'est que le développement de la technique renforce le caractère omniprésent de l'État. Alors, par État, il faut entendre un mode de gestion et d'organisation de la vie sociale. C'est-à-dire des gens dans des bureaux avec des dossiers qui gèrent des affaires de manière qu'on appelle bureaucratique, avec une chaîne de transmission, de traitement, voilà. Bon, et aujourd'hui, ce mode de gestion, d'ailleurs, caractérise aussi bien les très grandes, enfin les organisations publiques que les organisations privées. Dans les tours, où il y a plein de bureaux, et on en construit de plus en plus, les gens ont le même mode de travail que leur employeur, soit le conseil régional, la communauté européenne ou ArcelorMittal. Le fonctionnement est le même. Le pouvoir dépersonnalisant de ce genre de gestion sociale est le même. Finalement, ce qui a été testé par les États s'est diffusé du côté des entreprises. Voilà. Et donc, la technicisation appelle une croissance des dispositifs de contrôle. Sinon, c'est le chaos. Donc, plus on modernise, plus on en aura. Il ne faut pas croire qu'il y aura moins de bureaux demain. Et une des conséquences, c'est cette expérience que vous pouvez faire, moi qui m'a frappé quand je suis allé aux États-Unis, où la dernière fois que j'ai séjourné un peu longuement, j'avais été invité par l'école des mines du Colorado à faire comme visiting professeur. Donc j'ai passé une année dans une petite ville. Et au cours de l'année, alors, j'ai eu maintes fois des gens en face de moi qui s'excusaient. Qui s'excusaient d'être obligés de m'imposer des mesures qu'ils trouvaient absurdes. Le banquier,
parce que je n'avais pas bien compris comment fonctionnait le système des chèques. Tout d'un coup, je m'étais retrouvé dans une situation un peu infernale où, comme un versement avait tardé, donc du coup, un versement de l'université, donc du coup, il y avait un chèque qui n'avait pas été honoré, la banque l'avait reçu, pam, 25 $ de pénalité, elle le renvoyait au supermarché qui me foutait 25 $, etc. Et puis, voilà. Donc après, je me suis retrouvé avec 300 ou 400 $ à payer, comme ça, sans avoir compris ni pourquoi ni comment. Hein. Et la banquière, très gentille, qui était une femme adorable, après elle m'a invité chez elle, etc. Mais, avec ma femme, et mes petits-enfants, et s'excusait, elle me disait, je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement, c'est l'ordinateur. Bon. Alors, comme je suis très radin, cette affaire-là m'a marqué. Vous pensez bien que quand on touche à mes sous, moi, j'enregistre le problème. Bien. Chez le médecin, même chose. Je ne me rappelle plus quel était le détail, mais finalement, c'est la secrétaire, enfin, en fait, il travaillait dans un cabinet de groupe qui était lui-même relié à une grosse structure gestionnaire et qui tarifait les actes médicaux, qui interdisait ceci, qui interdisait cela. Et donc, je me trouvais avec un médecin qui était aussi charmant. Hein, il ne m'a pas invité chez lui, mais il nous a bien soignés. Sauf qu'il nous a quand même recommandé des médicaments qui, peu de temps après, ont été interdits quand même. Mais bon, lui aussi, il était, si vous voulez, l'exécutant d'un dispositif technique et gestionnaire. Et de temps en temps, il me dit, je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Hein, parce que c'est le système, tout est informatisé. Bon. Même chose avec le garagiste. Bon. Sur les pièces de remplacement des voitures, etc. Et c'est le pays de la libre entreprise. Vous voyez ? Donc la question de l'État est une question, et de la bureaucratisation de l'existence, est une question qui entraîne une dépersonnalisation croissante. Et si on regarde comment on vit réellement, nos conduites nous sont dictées très largement. Même moi, à un moment, j'ai été professeur, hein, et j'avais envie de m'excuser devant mes élèves, de leur infliger un programme qui était tellement idiot. Vous voyez ? Mais j'étais obligé. Bon, ça c'est la condition administrative. Hein, on ne peut pas faire autrement. Donc, si vous voulez, les causes du malaise contemporain, on ne peut pas toutes les ramener à la technique. Hein. La dépersonnalisation bureaucratique, hein, et croyez-moi, des papiers, vous allez en remplir de plus en plus toute votre vie, c'est quelque chose qui est directement lié au progrès technique, hein, parce qu'il faut des contrôles. S'il n'y a pas des contrôles, c'est le chaos. Hein. Les puissances si vous voulez, les techniques mettent entre nos mains, par exemple, on le voit bien pour les dispositifs, pour les questions environnementales, hein, il faut pouvoir contrôler qui va utiliser telle substance, où, etc. Regardez la nécessité aujourd'hui, avec des bateaux de pêche tellement puissants, tellement rapides, que pour sauver le thon en Méditerranée, on est obligé d'installer des satellites de surveillance. Vous voyez, au large des côtes de la Libye, etc., pour savoir qui pêche, où, quand, comment, etc. Voyez ? Donc, le flicage généralisé de la planète va devenir, plus on a des moyens puissants, plus on a des capacités de nuire, plus les dispositifs de surveillance vont être indispensables. Voilà aussi un facteur, si vous voulez, de malaise. Maintenant, je vais devoir rationaliser. Oui. Je m'excuse, mais alors, je réponds de manière plus synthétique aux autres questions. Ce que propose Ellul, finalement, c'est ce qu'il appelle d'abord, alors ça va vous paraître bizarre, une éthique de la non-puissance. Chercher les solutions dont les effets sont les plus légers possibles. Toujours essayer de réfléchir sur est-ce que nous en avons réellement besoin. Est-ce que ça ne va pas créer des effets de domination sur des groupes sociaux, sur les autres, sur ma propre vie.
Vous voyez, son idée, c'est que la fascination pour la technique, c'est une fascination pour la puissance. D'une certaine manière, et là on pourrait citer d'ailleurs, je vous recommande d'ailleurs l'ouvrage d'André Lebeau, qui s'appelle L'engrenage de la technique. André Lebeau a été directeur de l'agence spatiale. C'est un spécialiste de comment je dis, géophysique. Voilà. Et il a écrit 3 livres très intéressants, dont le premier s'appelle L'engrenage de la technique, et dans lesquels il montre comment il y a une sorte finalement de pulsion technicienne chez l'homme qui s'est toujours exprimée, mais qui finit par prendre un pouvoir, un dynamisme très difficile à contrôler, et qui vient de très loin. Et c'est précisément le rôle d'une éthique, que d'essayer de mettre des limites à ce que nous pouvons faire. Là, nous pouvons tuer. La morale, elle nous dit tu ne tueras pas. Donc finalement, à chaque fois, la culture, nous dit Ellul, se construit en se posant des limites. Il n'y a pas de culture et de civilisation viable si on ne se pose pas des limites. Donc, là, ce à quoi, quand il parle d'une éthique de la non-puissance, bon, il y a des arrière-plans religieux, chrétiens, chez lui, mais c'est effectivement la capacité à poser des limites à notre volonté de puissance, à notre fascination pour la puissance. Et si vous voulez, il y a tout un imaginaire qui nous possède. Il n'y a qu'à voir la jouissance, par exemple, que nous éprouvons quand nous voyons des films de science-fiction, etc. Pensez à Matrix, qui a scotché comme ça des millions et des millions de jeunes devant des écrans, avec cette espèce d'idéal magique de la translocation, de la délocalisation, de la désubstantialisation, etc. Tout un imaginaire, quasi religieux d'ailleurs, de la toute-puissance technicienne, assez sur le fond, qui relève d'une bonne psychanalyse à mon avis, mais on n'est pas là pour faire la psychanalyse des films, mais qui est extrêmement puissant. Voilà, donc sortir de cet imaginaire techniciste, décoloniser l'imaginaire, comme le propose Latouche, par exemple, dans son livre « Pour en finir avec l'économie ». Alors, d'une certaine manière, oui, pour en finir avec la technique, mais pas avec les techniques. L'homme est fondamentalement technicien, il ne s'agit pas de renoncer aux techniques. Ce qu'il faut essayer, c'est arriver à déconstruire ce caractère trop systémique des techniques, à éviter que la technique devienne un milieu totalement englobant ce qu'elle est en train de devenir, etc. Voilà.